Bon, il est 9h30, donc on va pouvoir commencer. Donc, merci à ceux qui sont déjà connectés. Petit conseil avant qu'on se présente, c'est que si vous avez compris que si vous voulez poser des questions, vous ne pouvez pas le faire oralement, mais vous pouvez le faire à travers le chat. Donc, on prendra les questions soit en direct, si la question, voilà, si on a une réponse à donner tout de suite. Si la réponse est donnée dans la suite du webinaire, on ne prendra pas la question tout de suite, puisque la réponse vous arrivera un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez pendant le webinaire. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, ce webinaire, c'est un webinaire qui concerne bien sûr les vétérinaires, mais pas que, puisque on essaie toujours d'avoir des webinaires qui sont un petit peu liés à la médecine humaine. Donc, aujourd'hui, on est 3, ce qui n'est pas habituel. Habituellement, on est plutôt 2, mais là, on est 3. Donc, je commence par moi pour ceux qui ne connaissent pas la prévention médicale, donc qui fait des webinaires assez régulièrement. Donc, moi, je suis Marie-Christine Moll, je m'occupe du site de la prévention médicale, je suis gestionnaire de risque en médecine humaine, médecin de médecine humaine. Et donc, j'anime le site de la prévention médicale. Et j'ai invité aujourd'hui donc 2 personnes, un habitué de nos webinaires vétérinaires qui est Michel Bossier, qui va se présenter, et puis Anne-Claire Gagnon qui va aussi se présenter. Alors Michel, un petit peu de qui êtes-vous pour nos Bonsoir, Michel internautes. Bossier. Donc, je suis vétérinaire. J'ai exercé comme omnipraticien en Saône-et-Loire pendant une quarantaine d'années. Et j'ai également présidé le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Je me suis intéressé notamment pendant ma présidence du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires à toutes les questions relatives au bien-être animal. Ok, merci. Et donc Anne-Claire? Alors Anne-Claire Gagnon, bonjour. Moi, je suis vétérinaire. J'ai exercé en clientèle. J'ai travaillé aussi dans l'industrie. J'ai toujours été journaliste et je le suis toujours. Je continue à consulter à domicile en comportement félin et à partir de 2003, je n'ai plus fait que de la médecine féline. Et depuis 2018, je suis donc présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine. Et je me suis intéressée aux liens entre les violences domestiques depuis les années 2010. Très bien. Donc, on accueille Anne-Claire et son chat. Oui, on fait partie de voilà. Donc, on a choisi ce sujet parce que bon, c'est un sujet qui est malheureusement à l'ordre du jour beaucoup dans la presse, et puis c'est bien aussi parce que c'est bien d'en parler, qui est la maltraitance. Alors, bon, évidemment, en médecine humaine, nous, on s'intéresse aussi beaucoup à ça. La maltraitance humaine, on en parle beaucoup. On a beaucoup parlé de ça dans les problématiques dans les EHPAD récemment. La presse en a fait beaucoup d'écho. La maltraitance humaine, donc, c'est un sujet important, mais en discutant donc avec Michel, on s'aperçoit finalement qu'il y a un lien vraiment entre la maltraitance humaine, la maltraitance animale et humaine. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet avec Michel, de vous le proposer, parce qu'il est intéressant à la fois pour les hommes et pour les animaux. Donc voilà, c'est un sujet vraiment d'actualité qui nous paraît fort intéressant. Et vous verrez dans le déroulement de ce webinaire qu'il y a des choses qui sont faites justement dans les 2 domaines et qui sont donc en lien. Donc, si on commence par tout d'abord par des définitions, c'est important de savoir quelle est la définition de la maltraitance ou de la bientraitance d'ailleurs, parce qu'en médecine humaine, par exemple, on a de la maltraitance dite ordinaire et de la vraie maltraitance, mais les 2 sont importantes. Donc peut-être Michel nous donner quelques définitions pour bien caler un peu le sujet de cette fameuse maltraitance ou opposée peut-être à la bientraitance d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on va parler ce soir. Le maître mot, c'est maltraitance, c'est un mot négatif. Hein. Alors, je dirais, l'antagoniste, c'est la bientraitance. Mais je pense, et il s'agit là donc du comportement des humains vis-à-vis des animaux. Hein, quand on parle ici de maltraitance animale ou de bientraitance animale, hein, vis-à-vis des animaux domestiques, et en l'occurrence des animaux de compagnie, puisque ce soir, nous allons nous intéresser exclusivement aux animaux de compagnie, mais on ne peut pas le faire sans commencer par nous placer d'un point de vue zoocentré, si je puis dire, centré du point de vue de l'animal, et considérer leur bien-être. Alors le bien-être des animaux, maintenant le terme est couramment employé, c'est le terme qui est employé dans le code rural et de la pêche maritime de façon constante. Les mots bientraitance, maltraitance ne sont pratiquement pas employés dans le code rural et de la pêche maritime. Ce qui est intéressant, c'est que l'ANSES, en 2018, a défini le bien-être des animaux. Alors, je vous relis la définition. Hein. Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes.
Et on précise également, l'ANSES précise que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc vous voyez bien qu'on se situe du point de vue de l'animal. Et ça, je crois que c'est une petite révolution dans le mode de pensée, y compris du monde vétérinaire. Alors, sur la diapositive suivante, on va pouvoir voir que là, cette relation, vous voyez que le bien-être de l'animal de compagnie, il est dépendant, bien sûr, de la manière dont cet animal est traité par l'humain. J'avais déjà commencé un petit peu à le dire. Il est donc dépendant de sa bien-traitance. Bien-traitance, on est dans les moyens, le bien-être, c'est l'objectif. Or, il existe des situations de maltraitance et nous pensons, nous vétérinaires, que nous devons apprendre à les connaître et les détecter, et ce d'autant plus qu'elles apparaissent souvent liées à une maltraitance humaine. Voilà, c'est donc. Alors, il y a peut-être il y a aussi le lien entre la négligence finalement. Est-ce que la négligence et la maltraitance, parce que les gens peut-être qu'en étant négligents, ils pensent pas forcément qu'ils sont maltraitants, mais c'est probablement quand même le cas. Oui, c'est sûrement le tout premier stade. Le tout premier stade. Alors, je réagis sur cette diapositive puisque je vois, là, bien sûr, c'est un petit peu hors de notre sujet ce soir qui concerne essentiellement l'animal de compagnie. Je vois agriculteurs débordés par des difficultés. Bon, ce sont des situations que j'ai connues, moi, en tant que praticien mixte à prédominance rurale pendant assez longtemps. Et là, je dois vous dire qu'à côté de chez moi, à 15 km, ça fait la une des journaux depuis 15 jours. Il y a eu un drame de ce genre, là, où un éleveur, finalement, dans un état psychologique ou psychiatrique, disons même déplorable, a laissé mourir 200 vaches et 50 porcs. Voilà. C'est quelque chose d'assez épouvantable. C'est une situation. Et là, on voit bien d'ailleurs la dépendance. Si vous voulez, le lien est très fort parce qu'il y a mal-être des animaux, mais il y a mal-être de l'éleveur, il y a un mal-être humain. Et donc, les choses sont assez souvent liées. On va y revenir, à mon avis, de façon assez constante au cours de la soirée. Mais je pense que Anne-Claire veut nous parler surtout de la négligence, ce qu'est déjà le premier stade, négligence en matière d'animaux de compagnie. Oui, mais… Alors justement… Pardon. Allez-y. Oui, sur cet exemple particulièrement, Michel, on voit bien que si la MSA, les assistantes sociales, toutes les organisations qui auraient pu intervenir en amont dans ce cas d'éleveurs avec un gros problème psychologique ou psychiatrique, on aurait épargné les souffrances de ces 200 bovins qui sont morts, on aurait épargné le drame des porcs qui, pour assurer leur survie, ont mangé les bovins, et tout ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'on a euthanasié les porcs parce que réglementairement, ce n'était pas dans les normes. Et si quelqu'un était intervenu en amont, on voit qu'en prévenant et en apportant une solution à la souffrance humaine, on pouvait prévenir des drames et la maltraitance animale qui était liée effectivement à la négligence et au fait que l'éleveur ne s'en occupait plus du tout. On a la même chose et en général, ces éleveurs-là sont complètement dans le déni. Ils pensent qu'ils continuent à s'occuper de leurs bêtes alors qu'en fait, ils s'en occupent plus et c'est le quotidien de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. On a le même phénomène de déni avec en général, les femmes qui font du hoarding, donc de l'accumulation de chats et qui ont, ça commence par 5, 10, 30, 100 chats et qui finissent aussi dans des conditions absolument déplorables dans lesquelles interviennent les associations de protection animale pour retirer ces chats dont les besoins primaires et essentiels ne sont pas satisfaits. Et dans les deux choses, on a vraiment au départ un problème humain. Dans le hoarding, on ne sait pas bien le traiter. Les Américains, les psychiatres américains le reconnaissent comme une pathologie. En France, ce n'est pas le cas. Et il faudrait vraiment intervenir pour prévenir là la maltraitance animale et la souffrance des animaux. On va peut-être pas insister. On verra d'ailleurs. Oui, mais on verra tout au long de ce webinaire justement qu'il y a vraiment un lien entre la pathologie humaine finalement, ou la souffrance humaine et la souffrance animale. Et on va le développer tout à l'heure. Et la détection, y compris chez l'humain, est très difficile. Bien sûr. C'est le problème de la détection du suicide. Le nombre d'agriculteurs qui se suicident, personne n'est en situation de pouvoir détecter préalablement. Je suis allé aux obsèques du dernier il y a 3 jours, vous voyez, donc dans ma région. Et c'est difficile. Enfin bon. Revenons à la maltraitance des animaux de compagnie. Alors, où est-ce que ça commence? On va pouvoir voir un petit peu ça. C'est vrai que moi, chez les chats, j'ai tendance à dire la maltraitance, elle commence par la maltraitance passive, c'est-à-dire les propriétaires irresponsables
qui laissent venir une portée non désirée de la chatte et qui pensent que oh ben les chatons, c'est indépendant, c'est autonome, ils vont bien se débrouiller dans la nature. Oui, mais ces chatons-là, celui-ci est dans un carton. Le carton, je l'ai vu arriver dans un refuge de protection animale entre midi et 2. Il y en a qui sont balancés par-dessus les murs des refuges de protection animale. Et à partir du moment où on identifie, on stérilise, ce sont des actes de prévention majeur, c'est vraiment le vaccin contre l'abandon. Donc pour moi, la maltraitance, elle commence déjà par ne pas maîtriser la reproduction d'un animal dont on sait que les petits vont partir dans la nature. Donc ça, c'est de la maltraitance passive, on va dire, qui n'est pas intentionnelle et qui est simplement de ne pas faire attention. Dans les… Alors, est-ce que j'ai les flèches? Oui, voilà. Dans les différents… voilà, l'autre, c'est celle-ci que vous voulez. Donc, dans les différents, c'est vrai qu'il y a des nuances de maltraitance. Il y a donc la négligence qui est de ne pas satisfaire les besoins essentiels des animaux, donc pas leur fournir l'abreuvement, pas leur fournir un lieu de vie. Et on le voyait dans la définition de l'ANSES, pas leur fournir non plus des conditions qui leur permettent d'avoir un bien-être mental. On a des maltraitances qui sont des violences économiques d'un des conjoints, en général souvent le mari, qui empêche que son épouse aille chez le vétérinaire et fasse soigner les animaux ou leur achète à manger. Et puis, il y a des maltraitances qui sont vraiment caractérisées, les maltraitances ou violences physiques, où là, il y a des brûlures, des fractures, des coups. Les maltraitances qui sont des violences émotionnelles où les animaux se font insulter en permanence, le propriétaire donne des ordres contradictoires et prend un malin plaisir effectivement à brimer l'animal. Et puis le pire du pire qui sont les violences sexuelles, c'est-à-dire les actes de zoophilie, sachant que actuellement le mot zoophilie signifie effectivement contraindre à un acte sexuel avec un animal quelqu'un. Donc voilà l'ensemble à peu près des formes de maltraitance que les animaux peuvent subir. Alors du coup, il y a des moyens de dépister. Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas simple apparemment. Alors, c'est pas simple parce qu'effectivement, il faut reconnaître des signes qui peuvent nous alerter. Donc, on a surtout des signes de l'animal qui peut, je pense que c'est la diapo suivante. Voilà. Alors, qui peuvent sembler complètement insignifiants, comme par exemple le mauvais entretien du pelage sur un animal à poil long, que ce soit un chat ou un chien. Celui-ci, vous le voyez avec un chat qui était malpropre et qui, du jour où il a été toiletté, il faut savoir que quand un chat a les poils emmêlés comme ça, en fait, ça lui fait une carapace qui peut être totale de la tête jusqu'à la queue, mais vraiment, il peut plus bouger quand il est comme une tortue. Et donc, ça, c'est une vraie souffrance. Et ça peut aller plus loin sur des chiens avec des poils longs, type Shih Tzu, type Pékinois, où les équipes de médecine légale vétérinaire voient qu'il y a vraiment des sections et des frictions au niveau cutané et parfois du membre. Tout simplement parce qu'il y a plus d'entretien. Et ça paraît anecdotique, mais il y a une étude américaine qui est parue récemment et où on se rend compte que finalement, c'est lié à la négligence des humains, c'est lié à des conditions économiques mauvaises et mine de rien, pour le vétérinaire, c'est déjà un premier signe d'alerte. Alors peut-être une dépression du propriétaire, mais peut-être aussi quelque chose de plus conséquent. Quand les animaux ont peur et quand on s'aperçoit que le chien, il a moins peur avec l'équipe soignante que quand il est en présence de son maître. Donc la peur des humains, il y a des chats où on voit très bien qu'ils ont peur des hommes particulièrement. Et puis après, il y a des choses plus claires avec des blessures qui sont à des endroits pas forcément habituels, sur les côtes où on voit sur les radios, des plaies où l'explication du propriétaire n'est pas cohérente. Ça, c'est aussi important quand les explications changent, quand il est tombé du canapé. Et puis, des cas comme celui qui est sur la diapo avec des animaux qui sont agressifs,
qui viennent donc pour les visites mordeurs. Les visites mordeurs, c'est normalement pour vérifier que l'animal n'est pas atteint par la rage sur les 3 visites qu'il va voir, mais où en fait, pour vraiment se poser la question, et notre association avait fait un communiqué de presse là-dessus, de se dire mais pourquoi l'animal a agressé, est-ce qu'il n'est pas témoin de situations déplacées? Et là, dans ce cas qu'une jeune consoeur a eu à traiter, c'est un enfant, un adolescent qui était placé dans une famille d'accueil suite à l'incarcération de son père pour suspicion d'acte pédophile. Et l'enfant a été donc mordu par le chien, mais le tuteur qui a la charge de ce jeune adolescent a dit qu'il avait vu ce jeune adolescent en train de pratiquer donc un acte de zoophilie sur le chien, et il avait un autre enfant au foyer, et donc cet autre enfant au foyer était potentiellement en danger, l'enfant mineur étant à la fois victime et agresseur. Et vous voyez du coup ce que ça peut représenter comme charge émotionnelle pour le vétérinaire d'avoir à gérer sur quelque chose qui au départ devait être juste une visite normale mordeur, de s'apercevoir que derrière, il y a un contexte qui est beaucoup plus lourd. Ok. Donc, vous allez nous parler un petit peu de l'AMA dans cette. Donc, comment on mène l'entretien Voilà, en fait, pour arriver à. Oui, trouver tout ça. Parce que c'est vrai que du coup, les vétérinaires, on n'est pas non plus formés en psychologie, mais là, on sait aussi ce qui est fait en pédopsychiatrie. Et donc, pour mener l'entretien, il faut être à la fois vigilant, y penser, mais pas soupçonner. La majorité des propriétaires, évidemment, sont de bons humains de compagnie, Dieu merci, et poser des questions de manière à la fois ouverte pour vérifier si, et surtout sans jugement, c'est-à-dire, il est tombé du canapé, mais comment est-il tombé? C'était à quel moment? Vous faisiez quoi? J'ai plus le temps de le brosser, d'accord, mais depuis combien de temps il est tombé du balcon? Ça fait beaucoup de choses si c'est par exemple sur un même chat. Et il faut savoir aussi que pour le propriétaire et surtout pour la propriétaire, quand il y a un contexte de violence domestique dans la maison, c'est parfois extrêmement difficile j'ai perdu les. C'est parfois difficile de le dire, donc il faut pouvoir avoir le retour du propriétaire. Donc je disais, dans les choses, dans la manière de présenter l'entretien et de mener l'entretien avec le propriétaire, j'ai essayé de remettre la caméra. On s'est inspiré de ce que fait la MIPROF, et donc il faut dire à la personne, parce qu'on peut parfois recueillir justement une confidence du propriétaire qui dit oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est violent au foyer. Et dire la loi interdit les violences et ne pas porter de jugement. On voit là dans tout ce que la MIPROF dit de ne pas donner comme jugement à la personne, mais pourquoi vous acceptez ça? Non, au contraire, il faut proposer de l'aide, dire qu'il y a des professionnels pour les aider, et rappeler les droits qui sont liés au fait que personne n'a à subir des violences dans son foyer. Alors parfois, c'est les forces de l'ordre qui vous apportent ces éléments-là? Alors, c'est arrivé à une consoeur où là, c'est les gendarmes qui ont appelé la vétérinaire suite à une plainte qui avait été déposée par cette femme pour zoophilie par contrainte. Et donc, la consoeur a reçu la femme et son chien. Les deux étaient en état de choc. Et la praticienne a fait de la médecine vétérinaire légale et donc a prélevé sur le chien les éléments qui allaient pouvoir permettre d'étayer le dépôt de la plainte. Et là, c'est important de rappeler que le vétérinaire est là pour recueillir les éléments factuels et là biologiques qui vont permettre le dépôt de plainte et surtout après que l'affaire soit instruite par la justice. Alors, on a perdu Michel, donc je ne sais pas si la diapositive qui devait nous commenter, là, il ne va pas pouvoir le faire.
sais pas où il est. Euh, donc en fait, ce qui vous manque aussi comme à nous, parce que bon, quand on fait aussi de la formation sur les entretiens avec les patients, etc., il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place aujourd'hui pour former les médecins justement à la relation au patient. Du coup, la relation avec le maître de l'animal, tout ça, c'est des choses qui nous manquent en termes de formation sur ce sujet-là. Oui, et aussi sur la question de la médecine légale, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a un enseignement qui va être mis en place à l'école de Lyon avec AgroSup, mais pour l'instant, c'est pas encore fait, ou alors c'est fait de façon extrêmement sporadique. Mais c'est important effectivement d'avoir une vraie formation, comme aussi les pédopsychiatres, sur à la fois en psychologie, sur l'abord du client, comment aussi libérer la parole des enfants, parce que parfois on a des enfants en consultation et les enfants mentent quasiment jamais, donc il faut à ce moment-là comprendre ce qu'ils ont à dire, surtout s'ils ont été témoins des violences qui sont faites sur leur animal. Bon, faut-il encore que l'enfant vienne en consultation avec Oui, le absolument, propriétaire? mais parfois ils sont là et parfois ils font des réflexions qui sont interpellantes. Intéressante, oui. Voilà. D'accord. Alors du coup, vous avez fait un travail sur le guide pour aider justement à repérer les maltraitances. Alors absolument. Alors on s'est inspiré de ce qu'ont fait l'association en Angleterre britannique qui a commencé bien avant nous, de Link Groups, et qui a développé un guide qui a été imprimé et distribué aux vétérinaires par l'Animal Welfare Foundation. Et donc on l'a traduit, mais on l'a aussi adapté à la réglementation française. Et c'est un guide qui permet le repérage des maltraitances, donc à la fois chez les animaux, mais d'avoir aussi la compréhension du lien qu'il y a entre les violences faites aux animaux et les violences faites aux humains au sein d'un même foyer. Donc, dans le guide, on est allé trop vite, voilà, on va revenir. Dans le guide, on trouve la première partie donc, qui est sur la sensibilisation aux liens, pour informer et favoriser sa prise en compte. Informer aussi sur l'état du droit, parce que ça, c'est aussi une discipline où pour nous, les vétérinaires, tout ce qui est juridique, c'est quand même pas notre spécialité, et pourtant, c'est extrêmement important qu'on soit informé et qu'on le connaisse. Le fait d'intégrer la maltraitance dans le diagnostic, c'est quelque chose pour les vétérinaires qui s'est produit à partir des années 2000. Et c'est très difficile aussi pour les vétérinaires parce que souvent, nous-mêmes, on peut être dans le déni en pensant pas à un mal, en disant ah bah oui, c'est un chat maladroit, ah bah oui, celui-là, il n'a pas de chance, il tombe souvent quand même. Non, donc il faut apprendre à la reconnaître. Et donc, montrer les moyens d'action, savoir aussi vers qui référer toutes les associations et les organismes aussi professionnels vers lesquels on peut référer les personnes vulnérables, les femmes qui ont besoin d'assistance. Et dans le guide, il y a des outils extrêmement pratiques pour réaliser un certificat au moment de l'examen de l'animal, et maintenant avec le changement de loi pour pouvoir aussi prendre nos responsabilités et pouvoir réaliser un signalement au procureur de la République lors d'une maltraitance animale grave. Donc, quand vous avez une maltraitance animale grave, c'est un signalement au procureur pour les êtres humains. Oui, alors c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Et dans les maltraitances animales graves, ce sont les sévices graves, les actes de cruauté, les atteintes sexuelles sur animal ou les mauvais traitements. Et ça peut induire le fait que la force de l'ordre vienne récupérer l'animal et l'enlève de son milieu où il est maltraité. Alors, pour autant que le procureur prenne connaissance du signalement et le fasse. Et il faut savoir aussi que les associations de protection animale, dans la nouvelle loi 2021-1539, ont l'obligation, elles, quand elles voient une situation de maltraitance animale grave avec un jeune enfant dans le foyer, de prévenir les CRIP, donc les cellules de recueil des informations préoccupantes. C'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de faire ce qu'on appelle un signalement croisé. Elles ont vu une maltraitance animale et elles doivent alerter en disant il y a certainement un danger pour les enfants qui sont au foyer.
D'accord. Alors, les professionnels eux-mêmes peuvent aussi être exemplaires par rapport à la bientraitance. Alors, oui, c'était là. Du coup, on a vraiment perdu Michel ou Oui, ben, je sais pas, on n'arrive pas à le joindre, donc on l'a parce vraiment que perdu. alors, néanmoins, comme nous avions répété, du coup, je vais vous dire ce que Michel avait dit sur cette photo-là, parce que c'est vrai que nous, les vétérinaires, à partir du moment où on plaide et on diagnostique la maltraitance animale, il faut que nous, on soit exemplaires. Et donc, et c'est vrai qu'il y a 40 ans, et Michel nous l'avait confié en disant, il avait appris à manipuler les chats en les attrapant par la peau du cou. Et au niveau de l'Association internationale de médecine féline, et la plupart des médecins, des vétérinaires qui font de la médecine féline, on n'attrape plus jamais les chats par la peau du cou parce que c'est pas. Lui, il avait appris parce qu'il disait je refais ce que la mère chatte fait quand elle transporte ses petits. Mais il faut savoir que la mère chatte, quand elle transporte un petit de cette façon, délicatement, avec ses crocs et en appuyant pas très fort, et nous, avec nos mains, c'est toujours beaucoup plus brutal. En fait, elle le fait parce que le chaton s'est éloigné et est dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Donc, si jamais nous, on fait ça dans une clinique vétérinaire, mais enfin, en fait, le signal qu'on donne aux chats, c'est que là, c'est un endroit qui est extrêmement dangereux, il faut qu'on t'emmène ailleurs. Donc, le fait que dans les gestes et dans l'attitude qu'on a vis-à-vis des animaux, nous-mêmes, on n'est strictement pas l'ombre d'un geste violent, ça participe aussi au fait que c'est plus facile pour parler avec des propriétaires. Michel est revenu, il est en ligne. Donc, voilà. Ah, je vais lui remettre ça, je vais le réinviter en espérant qu'il va nous rejoindre. Voilà. Alors, on va continuer, Anne-Claire, parce que le Oui, temps qu'il nous alors rejoigne. du coup, oui, ça, j'insistais sur le fait, je me suis vraiment posé la question, je pense que La Fontaine, et d'avoir éduqué tous les enfants à réciter cette poésie, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Non, la raison du plus fort est rarement la meilleure. Et ça a probablement mis dans la tête de tous les petits-enfants qu'on a été l'idée que bah oui, la violence, c'est une bonne chose. Bah non, la violence, c'est pas une bonne chose et ça ne sert à rien. Et le visuel qui a été mis là, c'est celui de Oscar ne se laisse pas faire, qui est un très très bon livre à offrir à tous les enfants petits, avant l'âge de 7 ans. Où en fait, c'est une famille kangourou et il y a un des oncles qui court après Oscar avec des très mauvaises intentions et à vouloir mettre ses mains partout. Et Oscar arrive à parler à ses amis, à ses cousins, et ils arrivent à dénoncer mauvais individu. Et donc, c'est quelque chose, c'est une sensibilisation qu'il faut faire très vite sur le fait que le corps des enfants est à respecter. Et voilà. Même Et dans les expressions, même dans les expressions, on a déjà des mauvaises mais habitudes, voilà. en fait. Alors, me traite pas comme un chien, on dit, eh ben, apprenons à bien traiter les chiens et peut-être déjà ça ira mieux. Parce que, entre autres, pour les chiens, on a de l'éducation positive maintenant. On n'apprend plus au chien à être propre en lui mettant le nez dans ses urines, ce qui était franchement pas une bonne idée, mais c'est des choses qu'on a apprises. Et surtout, dans toutes ces choses qu'on apprend et qu'on tient pour acquises, en fait, ça nous donne une culture de la violence qui est extrêmement mauvaise. Et donc, pour les enfants qui vivent dans un foyer où la violence est la manière de résoudre les conflits, ben, c'est sûr que ça va les marquer et ça va les traumatiser. Donc non, la violence fait pas partie de l'intimité. C'est pas une manière de gérer les frustrations, c'est pas une façon d'obtenir ce qu'on veut. Et la violence n'est pas acceptable dans la relation entre un homme et une femme. Donc ça, c'est important aussi à l'avoir bien en tête. Et d'ailleurs, au moment où il y a eu l'affaire Zuma, donc avec un tweet qui a été, une vidéo qui a été faite par le frère
de ce footballeur français, mais qui joue en Angleterre, et où on le voit frapper un de ses deux chats, un Bengale. Ce qui s'est passé, c'est que la presse n'a pas a évidemment été extrêmement choquée des images, et elles sont très choquantes, et c'est pour ça qu'on n'a même pas mis la vidéo, on a juste mis des images d'écran, mais en disant, bah oui, c'était insupportable de voir comment il peut taper dans le chat exactement comme dans un ballon de foot. Mais ce qui était particulièrement choquant, c'est que d'abord, c'était un témoin qui faisait les images. Ce témoin riait, et surtout, c'était en présence d'un des enfants de celui qui frappe son chat. Et le peu qu'on voit sur l'image montre que visiblement, il y a la violence fait partie des principes éducatifs dans cet endroit. Donc, à ce moment-là, avec l'association contre la maltraitance animale et humaine, on a contacté la voix de l'enfant et on a fait un communiqué de presse conjoint pour rappeler que être témoin de maltraitance et de violence quotidienne faites aux animaux, ça fait partie des traumas, et que ça peut impacter lourdement la vie des enfants et leur développement. Alors, le cas suivant que vous m'êtes intéressé, parce que le chien, là, finalement, il a plutôt été bien considéré par la justice, puisqu'il a été. Alors, oui, ce il a- chien, mais parce qu'il y a eu une obstination et il y a eu une chaîne de bienveillance de tout le monde. Ce chien vit dans un foyer avec un maître et une maîtresse qui sont alcooliques, qui le tapent régulièrement. Il est avec un autre chien, il est battu, il ne mange pas à sa faim. Et donc, fin juin 2017, elle est retrouvée sans vie par son mari. Et en fait, elle est sur son canapé et ils s'aperçoivent que elle a été mordue au niveau de l'artère fémorale par ce chien Syrah. Donc, le chien est mis en fourrière. Et heureusement, il y a un internaute qui lance une pétition en disant ces chiens, ils ont été battus, ils ont vécu dans des conditions absolument déplorables. Et Amélia Tarzi, qui était la présidente du refuge de Tierney, s'est battue également, elle aussi. Et elle a fait faire une évaluation comportementale à Syrah. Il a été reconnu comme n'étant absolument pas dangereux. Et du coup, le chien a été acquitté. Il a failli être euthanasié, et ça aurait été particulièrement injuste. Oui, Et c'est ça. il a été adopté par une famille, et ce chien nourri, aimé, il vit très bien, et voilà. Et les choses Donc, vont bien. La justice a compris que la morsure avait probablement été légitime, c'est-à-dire c'était la énième baffe qui s'était prise. Et, ben oui, il a mordu à un endroit qui était vital. Donc, le légitime défense. Voilà. Et donc, on va parler maintenant du lien. Alors ça, c'était Michel qui devait reprendre la Vous en parole. parlez. Ben oui, Voilà. mais il est parti, donc je ne sais pas, il a Alors, dû avoir un problème technique, je pense. voilà. Du coup, en fait, ça, c'est depuis très longtemps, les philosophes, les écrivains, même la justice, les médecins ont compris qu'il y avait un lien entre qui bat un chien bat les siens. Donc on trouve des gravures, on trouve des récits. Et là, c'était un livre qui a été écrit par un médecin qui a été membre et fondateur et de la SPA et de la Société de protection de l'enfance au même moment. Et à l'époque de la loi Grammont, ce qu'on voulait, c'était interdire d'avoir des violences faites aux animaux en public. Chez soi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et heureusement, avec les nouvelles lois, au fur et à mesure, comme Michel vous l'a expliqué tout à l'heure, la loi a reconnu à l'animal le statut d'être sensible, et même, je dirais, d'être sentient, c'est-à-dire quand on voit que l'ANSES parle d'état mental et physique de bien-être, les animaux ont une conscience, et donc voilà. Et donc maintenant, que ce soit public ou pas, il y a une pénalisation des sévices graves, des actes de cruauté, les mauvais traitements, les atteintes à la vie envers un animal domestique, apprivoisé ou même tenu en captivité. Et donc, depuis la loi toute récente qui a été votée à la fin du mois de novembre 2021, effectivement, les vétérinaires peuvent signaler ces maltraitances aux procureurs et au DDTP, donc au service vétérinaire.
Et les maltraitances animales sont punies d'emprisonnement aussi, ça va jusque-là pour les maltraitants? Alors ça peut, oui, ça dépend de la nature, mais après il faut que les faits soient prouvés. Il faut d'abord que les dossiers soient instruits par la justice. Et donc, je reviens là sur ce que je disais au début. C'est vrai que la maltraitance maintenant est devenue une possibilité diagnostique pour les vétérinaires depuis les années 2000. On voit là sur ce dessin de la petite fille, elle a 8 ans et elle dit c'est mon chat et mon père il traite mon chat de la même façon absolument horrible avec laquelle il traite ma mère. Et c'est bien significatif du lien. Et Catherine Angelet, qui est une écrivain qui a subi beaucoup de violences dans son enfance, a très justement écrit que dans une maison, les chiens et les enfants savent tout. Et surtout, les animaux et les enfants voient tout. Donc c'est la raison pour laquelle depuis les années 2000, c'est important qu'on ait des ouvrages de médecine légale vétérinaire et qu'il y ait un enseignement ou au moins des conférences qui commencent à donner les éléments nécessaires pour qu'on puisse reconnaître les liens entre les différentes violences. À savoir qu'au sein d'une même maison, vous pouvez avoir de la maltraitance des enfants, la violence conjugale, la maltraitance des animaux et la maltraitance aussi des personnes âgées, des personnes vulnérables, comme vous le disiez au début. Donc, il y a des publications scientifiques depuis les années, j'ai mis les premières en 1983. Alors, c'est vrai que ces publications, elles ont été surtout faites aux États-Unis, des publications qui s'intéressaient d'une part à tout ce qui est à l'intérieur, les victimes domestiques au sein de la maison, les problèmes de hoarding, donc d'accumulation d'animaux, et puis d'autre côté, parce que c'est un domaine qui intéresse aussi beaucoup les Américains, parce qu'ils ont des meurtres de masse, comme on en a vu encore récemment, rechercher dans le passé des criminels, ce qui s'est passé dans leur enfance et s'il y a un lien entre le fait qu'ils aient maltraité des animaux jeunes ou adolescents et le fait qu'ils deviennent plus tard des criminels. Et dans 97,9% des cas, les publications ont identifié une association entre la violence animale et la violence humaine, avec des taux de co-occurrence qui paraissent énormes, de 25 à 86%, mais on verra après une publication récente des Norvégiens. C'est vrai que les publications, il n'y a pas toujours des grosses cohortes, donc ce n'est pas forcément toujours aussi significatif qu'on voudrait. En France, on n'a pas eu de publication avant la synthèse que Laurent Bègue, le professeur de psychologie de Grenoble, a faite en 2013, puis il a fait enfin une première étude auprès des adolescents en 2020. Les publications, en général, elles peuvent être dans tous les domaines, surtout dans le journal des violences interpersonnelles, mais on trouve des publications en psychiatrie, en médecine vétérinaire, en médecine légale. Les maltraitances domestiques, ça, c'est pas nouveau, c'est surtout le fait des hommes ou des garçons. La femme dont le partenaire maltraite l'animal de compagnie a 5 fois plus de risques d'être également maltraitée. Ce qui est extrêmement important et on n'en mesure pas toujours non plus l'impact, c'est les violences psychologiques que les hommes exercent sur leurs femmes en faisant des menaces sur l'animal de compagnie, et 18 à 65% des femmes qui sont victimes de violences conjugales retardent, voire diffèrent complètement leur départ par crainte de représailles. L'autre chose aussi, c'est que dans les lieux d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales, il y a rarement de la place, oui, pour accueillir les animaux. Ouais. Et dans le Nord, c'est souvent de la France, c'est souvent les hommes d'ailleurs qui sont les agresseurs qui sont expulsés du domicile conjugal pour laisser justement la femme, les enfants et les animaux ensemble dans le lieu. 88% des familles où il y a de la violence physique sur les enfants, il y a une violence également sur les animaux. Et donc 2 tiers sont commises par le père et 1 tiers par les enfants. On va y revenir parce que c'est quelque chose qui blesse de voir des enfants eux-mêmes agresser leur animal, mais bien souvent, ils reproduisent ce qu'eux-mêmes
subissent. Donc, voilà, c'est important d'y être attentif, particulièrement, je pense, pour les enseignants qui voient ça. Et donc, il y a une étude là qui vient juste de paraître en Norvège, qui donc sur une cohorte importante, presque 10 000 adolescents, où ils ont montré que 4% des adolescents de 12 à 16 ans ont été témoins de violences perpétrées par un de leurs parents sur leur animal au foyer. Et voilà les résultats. Dans cette étude, ils ont montré que selon qu'il y avait de la maltraitance animale au foyer ou qu'il n'y en avait pas, les adolescents étaient beaucoup plus victimes de maltraitance physique. La différence était importante, très importante aussi pour la maltraitance émotionnelle. C'est énorme la différence. Les enfants qui sont dans un foyer où il n'y a pas de maltraitance animale, il y a quand même 5,2% de violence sexuelle, ce qui est toujours catastrophique, mais quand il y a de la violence sur les animaux, il y a 21,5% des ados qui sont victimes de violences sexuelles. Et quand ils ont été simplement témoins de maltraitance perpétrée par un adulte, il y a 28, quand ils sont dans un foyer avec la maltraitance animale, c'est quand même 28,7%. Et le risque donc de maltraitance animale est multiplié par 4 quand les ados ont subi des violences psychologiques et par 2,5 quand c'est des maltraitances physiques. Et ça, c'est une nouveauté dans les publications, que finalement, maltraitance, on s'attend à des bleus, des coups sur les personnes. Et là, c'est des brimades, c'est vraiment de la violence psychologique, et c'est ouais. Et ça peut être aussi de la violence économique sur les femmes, mais là, on est sur des adolescents. Et avoir été témoin de maltraitance animale, c'est vraiment un trauma important pour les adolescents. Donc, ça peut générer chez eux des comportements qui sont aussi maltraitants. Oui, absolument. Et donc, là, c'est le cas. Alors, les violences subies donc, par les chiens sont souvent cause de morsure. Une étude de Patronek en 2013 aux États-Unis qui montrait que 21% des morsures mortelles par le chien familier dans les familles où sont avérées des violences sur les enfants et ou sur les animaux. Et ça, la suite est sur les études américaines, mais aussi avec dans une thèse d'une vétérinaire en 2011, avoir vu ou avoir commis des violences sur un animal pendant son enfance constitue un risque d'avoir ensuite des conduites violentes dans l'adolescence ou après. Et dans l'étude que Laurent Bègue a menée en France, il a pu montrer que les adolescents qui ont déclaré avoir blessé un animal sont 4 fois plus enclins à avoir harcelé plusieurs fois par semaine un camarade, 2,5 fois plus enclins à l'avoir harcelé environ 1 fois par semaine, et 3,5 fois plus enclin à l'avoir harcelé environ 1 à 2 fois par mois. Donc, on est sur ce qu'on appelle des terrains dysphoriques pour les ados dans des climats familiales négatifs. Et le pire du pire, c'est quand même quand les enfants maltraitent eux-mêmes un animal en présence d'un adulte et que l'adulte ne dit rien. Ne fait rien, oui. Voilà, parce que ça peut arriver, il y a des enfants qui cherchent à comprendre, qui testent, etc. Mais si personne ne leur pose la question et n'essaie de comprendre, c'est sûr que là, c'est la... Pour eux, ça devient un comportement normal, quoi. Voilà, ça normalise la chose. Donc, du coup, c'est vraiment démontré que le fait qu'il y ait la maltraitance sur les animaux, c'est un marqueur de la maltraitance qui peut survenir sur les enfants. C'est pas systématique, hein, c'est pas parce que ça se produit que la corrélation est immédiate, mais il faut vraiment y penser. Aux États-Unis, 1,4% des cas de maltraitance grave impliquent des enfants, donc qui sont auteurs des faits dans un cas sur 2. Dans les études rétrospectives, 48% des pédophiles avaient maltraité des animaux, 68% des violeurs également.
Et donc, et en Suisse également, où c'est pas non plus un pays normalement très où la violence fait partie de la culture, mais 3 fois plus d'actes de délinquance chez ceux qui ont reconnu avoir maltraité un animal en présence d'un adulte dans 50% des cas. C'est l'étude de Lucha, donc vraiment, oui, de ne pas avoir été réorienté à ce moment-là. Alors, il y a des racines à la fois physiques et psychologiques à tout ça? Alors oui, c'est ce qu'on vient de dire. En général, quand effectivement, il peut y avoir juste un manque d'empathie et puis une volonté absolument hégémonique de vouloir tout contrôler psychiquement. Il y a souvent, on l'a vu en tout début de webinaire, une absence de respect du vivant, souvent doublée donc d'une absence de respect de soi dans les négligences, parce que ce soit les éleveurs ou que ce soit les femmes qui accumulent les chats, elles ne respectent pas les besoins essentiels des animaux, mais en général, elles-mêmes sont dans un état déplorable. Et puis, ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire, il y a eu des traumas précoces, souvent des violences sexuelles, ça on le sait, et d'avoir été témoin de violences. Et parfois, il y a des publications sur le fait d'avoir simplement vécu dans un climat avec les parents qui se disputent à longueur de temps sans arrêt. En fait, ça fait partie aussi des violences émotionnelles qui marquent les enfants. Mais, et je dirais que là, on est quand même beaucoup parmi les vétérinaires, les personnels de refuge. On a parfois les uns et les autres vu des choses. Parfois aussi, on a été victime de mémoire d'amnésie traumatique, donc on a oublié, les choses sont revenues. Et malgré tout, on a quand même tous eu à cœur de réparer en devenant des protecteurs des animaux. Donc, c'est pas systématique non plus quand on a connu un trauma parfois violent de le reproduire. Et je mettais en revanche le fait qu'il y ait des violences qui soient admises culturellement, comme la corrida, comme la chasse, comme les combats d'animaux. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément présentes dans les publications internationales et c'est dommage parce que ça a forcément un impact sur les enfants et sur les futurs adultes. Il y a cette publication qui est une synthèse qui vient de paraître, qui en fait a replacé au niveau neurobiologique les zones du cerveau qui sont impliquées dans les agressions et qui a fait une graduation en disant on commence par finalement des violences émotionnelles, on commence après à avoir des violences parfois juste de la maltraitance émotionnelle sur les animaux, voire frapper les animaux, et puis ça peut finir, comme le montrent certaines publications de criminologie, par des gens qui passent à l'irréparable et qui deviennent des meurtriers. C'est pas toujours aussi simple et c'est pas forcément systématique. Oui, bien sûr. Oui. Dans le métier humain, c'est un peu pareil. Hein. Voilà. Parce que vous avez été maltraité dans l'enfance que forcément vous devenez ça soit assez fréquent. Mais... Voilà. Mais rétrospectivement, effectivement, oui, on peut le visualiser. Alors, donc vous avez donc des outils aussi maintenant pour par rapport à tout ça. Alors, à l'intérieur du guide, il y a la méthodologie qui a été développée à la fois par les Américains et par les Anglais pour justement quand on repère un certain nombre de symptômes et de signes cliniques. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que parfois, on a des propriétaires ou le détenteur de l'animal qui passent pas toujours avec le même vétérinaire ou qui changent de cabinet vétérinaire. Du nomadisme. Voilà, c'est ça. Et ça rend les choses plus difficiles à détecter parce que du coup, quand on dit qu'il y a des négligences répétées, c'est pas forcément le même praticien qui va le voir. Donc, il faut penser systématiquement à documenter, et même si on a juste un doute, à mettre dans les notes personnelles du dossier, tel jour, j'ai vu ça. On met pas de conclusion parce qu'on n'est pas là pour faire ça, on est juste là pour constater ce qu'on voit.
Et on peut ne pas arriver du tout au diagnostic la première fois, enfin en tout cas à la suspicion, mais il faut le noter. Et si c'est répété, les fractures sur des jeunes animaux, les contusions sur les côtes, les brûlures avec la cigarette, voilà. Plus la chose la pire, la zoophilie, qui est quelque chose à laquelle on s'attend absolument pas. 10% des cas de maltraitance animale sont liés à des maltraitances humaines. Ça, c'est une publication faite par des vétérinaires à Taïwan qui est très récente aussi. Donc, ce qui veut dire que la co-occurrence, c'est pas systématique, mais qu'il faut vraiment y penser, parce que, encore une fois, comme on le voyait en début de webinaire, si on dépiste l'un, on peut sauver la vie des autres. Donc, et surtout épargner des souffrances aux autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ces études, elles portent essentiellement sur les animaux de compagnie. Oui, essentiellement sur les animaux de compagnie. C'est vrai que sur les animaux de rente, on a peu de choses. Sur les animaux de rente, finalement, on a les dossiers de la justice, on a ce qui se passe dans les articles de presse, mais on a moins de publications scientifiques. Probablement parce que aussi, il y a moins de cas. Alors que pratiquement un foyer sur deux a un animal de compagnie Oui, c'est ça. Et que la promiscuité, ce qui se joue à l'intérieur d'un foyer est quand même très différent avec ce qui se passe dans le cadre de l'élevage de rente. Alors, vous avez des fiches techniques pour vous aider à travailler sur ces Oui, sur ce alors avec l'arbre décisionnel, avec systématiquement demander, interroger le client, le patient aussi, parce que c'est vrai que souvent, finalement, les animaux ont une façon de témoigner et de montrer des choses et de présenter des signes. Demander, valider, donc en promouvant l'idée que la violence est inacceptable, documenter par écrit, par des photos aussi, par les radiographies, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, les signes, les symptômes, et ensuite référer la victime à des spécialistes de la violence domestique, parce que ça, c'est si la personne a admis que oui, il y a bien un problème au sein de son foyer, oui, l'animal est victime de coups et il n'est pas tout seul à en être victime, il faut l'aider. On ne peut pas l'obliger à faire quelque chose, mais il faut absolument l'aider. En revanche, pour ce qui est de la maltraitance animale, là, on a la possibilité maintenant de la signaler en faisant d'une part donc un certificat vétérinaire, l'attestation clinique qu'on remet au détenteur de l'animal. Alors, chose dont on n'a pas parlé, mais parfois le détenteur peut être l'agresseur, la personne qui amène. Donc il faut être prudent. C'est pour ça aussi que dans la façon de conduire l'entretien, faut surtout pas mettre de jugement, parce qu'il faut pas non plus se mettre en difficulté nous, pas prendre de risques, mais il faut conduire l'entretien. Et puis ça arrive parfois qu'il y ait des gens, moi je le vois en consultation de comportement, dire ah oui, mais je regrette parce que là je l'ai tapé. Et ces gens-là, c'est bien qu'ils aient le moment où ils l'avouent, il se passe quelque chose quand même. Et c'est voilà. Et parfois c'est une fois dans la vie des gens. Hein, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de lieu pour accueillir ça. Donc c'est bien aussi. Et parfois c'est évidemment beaucoup plus dramatique. Et donc il y a aussi la possibilité. Je sais plus si on avait mis la photo. Oui, voilà. Donc ça c'est la conduite de la consultation, avec vérifier que le trauma c'est pas un accident, c'est quelque chose qui a été intentionnel, surtout s'il y a une fracture. Quand on demande dire, mais parfois moi quand je vois ça, ça signifie que quelqu'un il a été blessé par une personne avec laquelle il vit. Est-ce que c'est possible? Il faut trouver ces phrases, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec les mêmes mots. Donc, faut trouver la façon bonne pour demander et pour obtenir finalement l'information. Et peut-être c'est pas ça. Hein. Donc, être ouvert au fait ou à ce qui va être dit.
Et à partir du moment où donc la suspicion de trauma non accidentel est vérifiée, donc ce que je disais, faire attention avec les questions sans juger si c'est l'auteur présumé des faits qui est en face de vous et si c'est la victime, renforcer dans ce qu'on voyait tout à l'heure à dire, à ne pas dire, c'est-à-dire votre animal ne mérite en aucun cas d'être blessé, comment puis-je vous aider? Donc, il faut avoir dans le guide, on donne aussi à la fin tous les numéros 3919, 3909 que les femmes peuvent appeler pour se faire assister. Et puis, donc, réaliser l'examen clinique. Parfois, la suspicion, elle n'est pas confirmée, mais il faut laisser une note dans le dossier en disant qu'il y avait quand même quelque chose. Et peut-être que ça se reproduira, peut-être que ça se reproduira jamais. Parfois, ça arrive aussi, le client peut laisser l'animal à la clinique et ça permet aussi au vétérinaire, s'il a un doute, s'il est jeune ou d'appeler le référent bien-être animal au niveau du Conseil régional de l'Orne, puisque c'est dans la procédure officielle. Et puis, si l'animal est vraiment mal et que le propriétaire ne veut pas le laisser faire, l'animal a été repris contre l'avis du vétérinaire. Et là, vous voyez, bon, documenter, rapporter, c'est vrai, référer est mieux, parce que rapporter, on dit, voilà, c'est pas, non, c'est référer et signaler donc le cas. On en a la possibilité maintenant légale. D'accord. Alors, sachez que, par exemple, en médecine humaine, quand on veut entraîner les médecins à consulter des patients sur des situations difficiles, comme par exemple l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou l'annonce d'un dommage associé aux soins, on pratique maintenant la simulation en santé, c'est-à-dire que on met le praticien en face d'un acteur qui joue le rôle du patient et on peut s'entraîner comme ça à une consultation un petit peu difficile. Donc, je pense que dans les écoles vétérinaires, ça commence à venir aussi, la simulation, et ça peut être un bon moyen pour s'entraîner justement à dépister ces problématiques qui sont quand même compliquées. Oui, et alors justement Freda Scott Parker, qui est la présidente de l'Ingroup en Écosse, elle anime des formations comme ça, effectivement, avec des jeux de rôle, parce que on a besoin absolument d'être formé à des situations comme ça. Oui, absolument. Donc ça, alors ce lien, parlez-nous un petit peu de ce lien au niveau mondial. Alors, au niveau mondial, il y a il y a pratiquement des associations dans tous les pays, avec The National Link Coalition, qui est le premier, qui est celui des États-Unis, avec l'ensemble de la bibliographie, et surtout qui donne les sites internet de toutes les associations au niveau mondial. Donc, c'est quelque chose de très dynamique et qui publie un bulletin tous les mois. Donc c'est vraiment très très vivant, et ils suivent aussi la réglementation, puisqu'aux États-Unis, le signalement croisé est possible. Au Canada aussi, ils commencent, et puis aux États-Unis, ils ont un système où ils peuvent, il y a au niveau juridique, c'est instruit par je vais pas le dire où chanter. Ils ont des moyens de justice dédiés spécifiquement aux animaux, donc ça c'est très bien. D'accord, bah oui, on n'en est pas encore là en France. Non, mais on peut espérer. Voilà, bon, le type de communication qui est faite aux États-Unis, en disant le chien, le chat, ils vous aident pas seulement quand vous êtes aveugle ou quand vous avez de l'hypertension, mais derrière le chien, derrière le chat, il faut voir les humains qui souffrent. Et ça, c'est donc Arrêtons les violences, donc l'ami prof qui a fait l'ensemble des services autour de la mère et de l'enfant qui sont victimes de violences, avec le 3919, le 119. Les professionnels de santé, les services sociaux, l'éducation nationale, les juristes, bien sûr, les juges, la police. Et ce que nous, on espère, c'est qu'ils prennent, au-delà de tous les professionnels de santé qui sont répertoriés, qu'ils s'ouvrent à la possibilité que parmi les professionnels de santé, santé publique, il y a aussi les vétérinaires, et que oui, bien sûr. Voilà, l'animal est à la fois une sentinelle et une victime, et que l'un peut sauver l'autre et réciproquement, et que ça c'est important.
C'est presque un mot de la fin. Donc, on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, la conclusion, on avait parlé, donc c'est dommage, Michel nous a quittés, il a eu un problème de coupure Internet, pour tout vous dire. Donc, on avait parlé avec lui d'une seule santé. Donc là, on est plutôt sur un seul bien-être, finalement. Absolument, oui. Et que l'un peut aider l'autre, surtout. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière entre les médecines et que derrière l'animal, il y a les humains. Et que si on porte assistance à l'un, en fait, on porte assistance à l'autre également. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anne-Claire. Finalement, vous avez tenu, heureusement, l'absence de Michel, c'est dommage, mais bon, parce qu'on a l'habitude de présenter avec lui. Donc, merci à vous. Et puis, donc, merci à ceux qui étaient présents. Sachez que ceux qui étaient présents, si vous souhaitez revoir ce webinaire, il va être mis en ligne. Vous en serez prévenu par un petit email. Et puis ensuite, il sera visible en replay sur le site de la prévention médicale. Donc, vous pouvez aussi le conseiller à d'autres personnes qui n'étaient pas présentes ce soir. Donc, on vous remercie à tous et puis on vous souhaite une bonne soirée et peut-être un prochain webinaire. Pour les professionnels de santé, mais ça peut vous intéresser aussi. Il y en aura aussi un prochain à la rentrée vers le mois d'octobre. Merci, à bientôt et puis bonne soirée à tous. Merci.